Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde, partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Bonne écoute. Pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir mon amie Marline. Jeune maman, elle a accepté de nous confier sans détour ses ressentis lors de la naissance de son petit garçon arrivé beaucoup trop tôt. Lors de notre conversation, nous avons parlé des premiers mois idylliques de sa grossesse, de son accouchement en catastrophe et de son sentiment de solitude lors des mois d'hospitalisation qui ont suivi. Nous avons aussi évoqué les turbulences traversées dans son couple pendant cette période et la relation fusionnelle qu'elle a aujourd'hui avec son fils. On entend souvent dire que l'amour d'une maman pour son enfant peut déplacer des montagnes. Je peux vous assurer que mon invité en est un très bel exemple. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Marline. Bonjour Marline et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc dans cet épisode, tu vas nous raconter les difficultés que tu as dû surmonter lors de la naissance de ton premier enfant. Nous sommes amis, donc j'ai suivi ton parcours depuis le début. Et j'ai l'impression que lorsqu'on vit une difficulté dans notre vie, comme dans ton cas une naissance difficile, l'entourage est plus ou moins présent sur le moment, mais petit à petit, quand ça va mieux et que la situation s'améliore, plus personne te demande si ça va. Alors que selon moi, c'est justement après cette période difficile que souvent on accuse le coup mentalement et qu'on se sent le plus seul. Est-ce que tu partages cette impression ? Je me suis sentie seule presque tout de suite parce que quand tu vis quelque chose comme ça, je pense que déjà beaucoup de mères le vivent pendant une naissance normale. Ce que tu ressens quand tu deviens maman, déjà rien que ça, tu as l'impression que personne ne peut comprendre ce qui t'arrive. Et alors quand la naissance est difficile, j'avais l'impression que de toute façon, personne ne pouvait me comprendre. Donc même au tout début, je me suis sentie un peu seule. Après, ma situation personnelle fait que j'avais pas beaucoup de ma famille autour de moi. Mes parents vivent en France, et puis avec Yurick, on vit en Flandre. Donc, il y avait à la fois la barrière de la langue avec les aides-soignantes, et puis j'ai accouché vite, et donc là, j'ai appelé mes parents. Et donc, ma mère est venue me voir rapidement, je pense le lendemain ou le surlendemain. Mais par exemple, mon père n'a pas fait le déplacement. Normalement, quand tu accouches, après, tu as les visites à la maternité. Et ça, j'ai 2 amis qui sont venus. Non, 3 amis qui sont venus. Mais ça aussi, les visites, c'est particulier. Tu ne peux pas les faire comme tu veux. Et puis, tu n'as pas spécialement envie de montrer ton bébé. C'est assez bizarre. Et quand je suis rentrée chez moi, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu énormément de messages de, pour savoir comment ça allait, à part toi. Mais donc, par exemple, ces 2 amis qui sont venus, ces 3 amis qui sont venus me voir à la maternité, j'ai eu très peu de nouvelles après. Et d'ailleurs, je les ai pas vus, je les ai pas revus me rendre visite chez moi pendant toute la durée de mon congé maternité, tu vois. Et pour te connaître un peu plus, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire, tu l'as déjà dit, mais d'où tu viens, où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, avec qui tu es, un peu pour planter le décor, on va dire. Ouais. Donc, je suis française, je suis née en France et je suis arrivée en Belgique à 24 ans, donc il y a 6 ans, plus ou moins. J'ai rencontré donc mon compagnon, le papa de Iris, au travail. J'habitais à Bruxelles quand on s'est rencontrés. On s'est mis ensemble, donc on a habité ensemble assez vite, je dirais. Mais donc, comme lui a déjà 2 petites filles, on n'a pas vraiment choisi l'endroit où on vit aujourd'hui. Donc,
on habite proche de ces deux petites filles. Et donc, c'est en Flandre. Et donc, moi, j'ai dû apprendre... j'apprends toujours, en fait, le néerlandais. Mais Tu as au bien du moment... courage. Ouais, c'est clair. Bah, j'ai pas trop le choix, ou en tout cas, j'ai une certaine motivation pour, pour communiquer mieux avec ma famille, quoi. Mais en tout cas, quand j'ai accouché, j'étais pas prête. J'étais pas prête, même aujourd'hui. Je pense que on n'est jamais assez prêt pour parler une autre langue quand il s'agit de la santé. Oui. Et enfin voilà, pour moi, c'est important de savoir ce qui se passe, de bien comprendre. Déjà en français, tu comprends pas très bien ce qui t'arrive, donc en néerlandais, c'est encore pire, quoi. Et comment ça s'est passé les premiers mois de la grossesse? Mais en fait, super bien. Et je dirais que toute la grossesse s'est super bien passée. J'avais vraiment l'impression d'être ouais, superwoman, quoi. La grossesse parfaite. J'ai presque pas grossi. J'ai dû prendre 1 kilo par mois, pour te dire. J'ai fait du sport presque tout le long. J'allais au boulot à vélo. Enfin, tout bien, quoi. Tout bien. Ouais, pas de soucis particuliers. Aucun. En fait, je crois que c'est peut-être ça aussi qui a fait que la surprise était encore plus grande. C'est que tu te dis, tout va bien, tout va bien, tout va bien, donc tu t'attends pas à ce qu'il y ait un truc après. Et aussi, je pense que c'est ça qui m'a fait culpabiliser, parce que comme tout allait bien, je me suis dit tout de suite, mais en fait, t'es allé trop loin tu t'as pas assez écouté ton corps. Peut-être qu'en fait, ça allait pas si bien et que tu aurais dû arrêter le sport plus vite, plus tôt. Tu as peut-être fait du sport qu'il fallait, enfin un sport qu'il fallait pas ou ouais, ou en tout cas, je me suis certainement dit, t'as pas écouté ton corps et voilà, tant pis pour toi. On va revenir un petit peu dans la chronologie. J'imagine que Ouais, quand tu étais enceinte, tu projetais pas mal de choses sur ton accouchement. ouais. Comment tu l'imaginais? Est-ce que tu avais une idée vraiment précise de ce que tu voulais ou pas vraiment? Je voulais accoucher dans l'eau. C'est mon élément et tout, et je trouvais ça trop chouette d'accoucher dans l'eau. Et en plus, je voulais donc accoucher sans péridurale parce que j'avais l'impression que j'avais la force de surmonter ça. Ma mère l'a fait aussi et tout ça. Et je me suis dit, ah bon, bah, il y a plein de femmes qui l'ont fait, je peux le faire. Et si je le fais dans l'eau, peut-être que ça fait aussi moins mal. Donc, j'ai rêvé vraiment de ça, quoi. Donc, Et tu j'avais avais fait imaginé des ça. démarches? Tu t'étais renseignée pour faire vraiment ça ou pas encore? Oui, j'avais posé un peu la question. Bon, déjà, je devais accoucher à l'hôpital de Zottegem, là où on habitait. Là-bas, c'était possible. La seule contrainte, on va dire, c'est la seule condition, c'est que bah, il fallait que le bain soit libre à ce moment-là. Bah, effectivement, tu choisis pas quand il y a d'autres femmes qui accouchent en même temps que toi. Mais ça aussi, c'est une première déception un petit peu, ou le premier coup dur, c'est que tu dis, en fait, on te fait tout un truc sur comment tu vas accoucher, tu veux choisir d'accoucher, etc. Puis tu admires un peu les femmes qui l'ont fait, la manière dont elles avaient choisi, et tu dis, ah oui, moi aussi, je veux choisir. Et en fait, la réalité, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que tu choisis pas toujours, quoi. Tu choisis pas toujours et c'est pas grave. Oui, c'est un des moments les plus importants de ta vie, c'est vrai, mais est-ce que le plus important, c'est d'accoucher dans l'eau, c'est d'accoucher chez toi, c'est d'accoucher à l'hôpital, ou est-ce que l'important, c'est d'accoucher et que ton bébé soit en bonne santé? Bah, voilà, moi j'ai répondu à la question, quoi. L'important, c'est que mon bébé il soit en bonne santé. Mais moi, je m'en veux à moi d'avoir pensé égoïstement que je voulais accoucher dans un bain, parce que c'est pas pour le bébé hein, que tu veux accoucher dans un bain, c'est pour toi-même. Et puis, j'en veux aussi au système bah, de ne pas m'avoir assez bien informée, tu vois, là-dessus, sur les complications qu'il peut y avoir ou même la manière dont ça se passe. J'avais rendez-vous avec ma sage-femme et le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle, j'ai essayé de lui demander tout simplement parce que je suis ignorante, tu vois, comment ça se passe quand on accouche.
Oh là là, elle m'avait répondu, vous n'y êtes pas encore. De toute façon, j'ai jamais vu un bébé qui voulait pas sortir. C'est n'importe quoi. Cette femme, je n'irai plus jamais la voir. J'irai jamais la voir parce que de toute façon, je l'ai jamais revue. Tu vois, ou je l'ai peut-être revue une fois. Et au final, bah si, vous n'y êtes pas encore. Bah si, un mois après, j'y étais, quoi. Un mois après, j'étais sur la table d'accouchement, j'accouchais, je savais pas comment ça allait se passer. Et au niveau du suivi médical, justement, à part cette sage-femme, t'as vu, j'imagine, une J'ai gynécologue vu, ouais. J'ai vu une gynécologue que je voyais tous les mois. Et ça, ben, comme tout allait bien, tu vois. Donc tous les mois, elle me disait plus ou moins le poids du bébé, on voyait l'écho, c'était génial, je repartais avec mes photos. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 8 août 2018? Et ben donc déjà, c'était un jour où j'allais travailler. Et Et t'étais à quelle période de ta grossesse? 7 mois. 7 mois, J'étais à, c'est ça? ouais. J'étais à 7 mois. Je crois que j'étais à, attends, 31 semaines. D'accord. Et c'est 31 semaines, c'est en gros, le terme, c'est grand prématuré déjà. Mais donc le 8 août, donc je suis allée travailler et le matin, je commençais à perdre de l'eau. Donc je suis allée plusieurs fois aux toilettes et en fait, à un moment donné, j'ai perdu les os en fait. Mais dans ma tête, je pensais tellement pas que c'était le moment, tu vois. Pour moi, j'avais perdu du liquide, j'avais perdu beaucoup de liquide, c'était bizarre, mais c'est comme si je voulais pas m'avouer que c'était ça, perdre les os. Et T'avais des contractions? non, pas encore. D'accord. Donc, j'ai appelé ma gynéco, justement, en lui expliquant que j'avais des pertes importantes. Et au téléphone, elle essayait de me demander si mes pertes étaient quelle couleur, etc., etc. Enfin, moi, je voulais lui faire comprendre que là, je commençais à m'inquiéter, j'avais peur, et qu'elle me disait, mais écoutez, soit vous venez en consultation, mais bon, il fallait quand même 1 heure de route, soit elle me dit, si vous pensez que c'est plus urgent, bah, allez aux urgences, quoi. Mais bon, moi, je suis suivie depuis 7 mois par quelqu'un. J'ai envie que, comme je pense pas que je vais accoucher, j'ai envie qu'elle me consulte. Bah, Yorick était là aussi. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je veux aller chez la gynéco. Donc, on est partis tous les deux à Zottegem pour aller à l'hôpital voir la gynéco. Et c'est dans la voiture que là, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au ventre. Donc lui, à chaque fois, il hésitait. Il disait, mais t'es sûr, tu veux pas qu'on sorte de l'autoroute? On va dans un hôpital à Bruxelles et puis c'est tout. Et moi, non, 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 ça va, ça va. Et puis donc on arrive à l'hôpital. Comme on s'est dit, bon, elle va nous prendre un peu en urgence, bah non, elle était en consultation. Elle nous a dit d'attendre dans la salle d'attente, quoi. Et sauf que moi, j'étais en train oui, d'avoir des contractions. Mais il faut bien se dire aussi que c'était la première fois que j'étais enceinte. Je ne connais pas les signes, je ne reconnais pas les douleurs, j'ai jamais eu de problème pendant ma grossesse, je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, Yurick s'inquiétait, enfin, il s'inquiétait beaucoup plus que moi. Et donc, il a quand même toqué une deuxième fois à sa porte, à son cabinet. Et puis, à un moment donné, bon, bah, son patient est sorti, puis elle nous a fait rentrer. Ben, sauf que là, je me suis installée sur la table et elle m'a dit tout de suite, ben en fait, enfin, là, c'est allé très vite. Elle m'a dit, vous êtes en train d'accoucher. Je suis désolée, je ne peux pas vous garder ici. Ici, on ne s'occupe pas des prématurés de ce niveau-là. Je dois vous transférer à Gand. Trop noir. Et bon, là, je me mets à pleurer, laisse tomber. Je suis en train de me dire, ça va pas du tout, quoi. Mon bébé, il est pas prêt. Il est pas prêt, il est pas fini. Et donc là, je me souviens quand même du passage enfin, du trajet dans l'ambulance. Ça, je me souviens qu'il y avait une sage-femme très jeune qui essayait de me parler de tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire, mais écoute, tais-toi là. Et donc, arrivé à Gand, est-ce que tu as quelques souvenirs? Comment ça s'est passé? On t'a de suite prise en charge? Je me souviens pas de tout, mais ce que je me souviens très bien, c'est
d'arriver dans une salle d'accouchement. Enfin, je ne sais pas si c'était une salle d'accouchement ou une salle d'opération, mais c'était glauque, tu vois. En fait, moi, j'avais visité la maternité de Zottegem en essayant de me mettre dans l'ambiance, de me dire, ah, c'est chouette, c'était cosy, tu pouvais choisir tes éléments pour le travail et tout ça. Et tout ça, t'oublies, le bain, t'oublies. Tu arrives dans une salle austère, on te fout sur une table, tu as l'impression qu'on va te couper en deux et tu dis c'est là que je vais accoucher. Donc c'est vraiment, ça aussi, ça te met dans une ambiance où on est dans une situation d'urgence où l'environnement n'a plus vraiment d'importance, quoi. Yurik avait pu te suivre à ce moment-là? Alors lui, il n'était pas dans l'ambulance, il a suivi en voiture et à partir de là, ouais, on était tous les deux. Et donc, comment s'est passé l'accouchement dans ces conditions? Eh ben, figure-toi, ça s'est super bien passé. Euh, bon, on va dire que j'ai eu un accouchement finalement normal. Donc j'ai eu des contractions, ça me faisait très mal. Et alors la super warrior que je suis, qui voulait pas de péridurale, au bout d'un moment, on me l'a proposé une première fois, j'ai dit non. Et puis la deuxième fois, c'est là, allez-y, allez-y, j'étais presque en train de m'évanouir, quoi. Donc finalement, la piqûre fait moins mal que ce que tu as mal dans le ventre, donc tu l'accueilles, ta piqûre. Mais soit après ça, détendue, je sentais plus rien. Et à ce moment-là, Yurik était allé manger quelque chose. Parce que bon, on était quand même parti depuis le matin et j'ai accouché à 17h. Et à ce moment-là, il pouvait rien faire pour stopper le travail ou le Ah ralentir oui, ou non. Non, il y avait ça aussi. Donc, je crois qu'il y avait la possibilité, oui, de ralentir, mais pas de stopper. Ça, c'était trop tard. Donc, c'est là que Yurik a appelé ma mère quand même pour la prévenir que j'allais accoucher. Donc, que voilà, ça allait être soit dans les heures qui viennent, soit le lendemain, mais on n'allait pas pouvoir retarder de plusieurs semaines, quoi. Ça, c'était trop tard. Et et tu as pu avoir quelques moments pour en profiter juste après l'accouchement ou de suite ils l'ont pris? non, j'ai pas eu de moment. Donc, ils l'ont sorti. Bon, déjà, la première réaction que j'ai eue, c'est il, il est gros. Il ressemble à un bébé. Parce que mon inquiétude, c'était vraiment d'accoucher d'un bébé qui n'est pas terminé. Et c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas non plus pour mon corps ou pour moi, parce que je me suis dit, de toute façon, je vais rien sentir, il va rien m'arriver. Moi, je vais accoucher d'un tout petit bébé. Donc déjà, voilà, quand il est sorti, il était gros. Enfin, il était gros. Ouais, en plus même, franchement, pour un préma, il était gros. Il Il faisait pesait combien? Un 1 kilo kilo. 9? Ouais, ouais, c'est bien, hein. Donc ça, j'étais contente, un peu rassurée. Donc là, ils m'ont dit que c'était un petit garçon. Par contre, après, ils l'ont tout de suite donc mis dans une couveuse à côté. Tout de suite dans une couveuse branchée. Donc, mais c'est vrai que je me souviens très bien qu'il est ressorti de cette chambre dans cette couveuse transparente, tout branché, enfin, avec déjà en tout cas des choses sur lui. Ben là, j'ai encore de nouveau pleuré parce que je me suis dit, ça, c'est pas un bébé qui va bien. Et ils t'ont dit ce qui posait problème ou pas forcément? Oh, moi, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment expliqué. Il y a aussi toujours cette question de la langue, hein. Donc, on est à Gand, la plupart des gens ne parlent pas français. Euh, Mais Yorick donc, traduisait, non? oui, 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 il m'expliquait, mais je te dis, je trouve que ils n'ont pas toujours bien tout expliqué, que ce soit au niveau médical à l'instant, mais aussi le processus, tu vois, qu'est-ce qui allait arriver après, les jours suivants, comment ça allait se passer. J'ai vraiment eu cette impression que c'était toujours au jour le jour et un peu à la débrouille, quoi.
Donc voilà, mon bébé était comment on appelle ça, une couveuse. Et puis ils l'ont descendu tout de suite au secteur de néonat, quoi. Et on s'est retrouvés, Yurick et moi, tout seuls dans une chambre de maternité. Donc, tu te retrouves seul sans ton bébé. Et alors le plus fou, mais je pense que je ne me rendais pas compte sur le moment, vraiment tu es en mode survie, mais donc tu as une montée de lait quand tu accouches. Enfin, normalement, tu as une Oui. montée de lait. Normalement, c'est ton bébé qui vient prendre ce lait. Et en fait, ben, moi, j'ai dû me le faire sortir toute seule. Donc déjà, ça aussi, c'est super. Oui, t'avais J'ai imaginé l'allaiter, quoi, ton bébé. tout de suite, moi. Oui, oui, je me suis imaginé l'allaiter et c'est ce que je voulais. Donc, je me suis retrouvée à sortir mon premier lait avec mes doigts. Mais déjà, quand tu repenses à ça, tu te dis, ouais, ma super, tous tes rêves de, d'accouchement, de naissance, de tout ça, de devenir maman, tout ça, c'est franchement, enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Mais je te dis, sur le moment, tu penses pas tout de suite parce que moi, je me disais vraiment, je dois, je pense à la survie de ce bébé, au bien-être de ce bébé. Donc, on me dit qu'il faut que je sorte ce lait, je sors ce lait, quoi. Et donc j'ai sorti mon lait et puis c'est tout. Et tu l'as revu combien de temps après la naissance? Dans la nuit, je me suis réveillée et je sais même pas si j'ai très très bien dormi, mais en tout cas, je me suis réveillée et j'ai demandé si je pouvais aller voir mon bébé. Donc on m'a emmené voir mon bébé, mais c'est bizarre, c'est comme si il t'appartient pas, tu vois. En plus, il est dans une salle énorme où il y a plein d'autres bébés. Donc, tu as l'impression d'embêter les infirmières parce qu'elles sont occupées à faire leur permanence de la nuit. Et voilà. Est-ce que tu peux décrire la pièce où il était et à quoi il était branché? Enfin, nous décrire un petit peu dans quelle couveuse il était, etc., etc. Alors, en fait, ils sont dans une couveuse, enfin, il était dans une couveuse ouverte. Donc, si tu veux, c'était pas tout de suite. Enfin, quand il est né, il a été dans une couveuse fermée comme on s'imagine. Tu vois, ça ressemble un petit peu à un sous-marin transparent. Et en fait, après, dans cette salle, il était dans un lit complètement ouvert et il y avait une lampe au-dessus de lui qui apportait la chaleur. Et il était branché, oh là là, ben, un peu de partout, je dirais. Il avait des capteurs, en fait. C'est ça aussi qui donne l'impression qu'il est branché, mais c'est parce qu'il a des capteurs qui captent son cœur, sa respiration, etc. Et puis, il avait surtout une aide respiratoire. Il avait un masque. Ça aussi, ça fait peur. Tu dis, mais attends, il ne sait pas respirer tout seul. Et ce masque, c'est des tout petits bébés. Ça bouge un peu, ça les gêne, ça se met à moitié sur leurs yeux. Et puis tu les habilles pas. Ils sont nus avec une mini couche, une couche moins un, je pense. Et Et comment il était alimenté du coup? par sonde. Donc il y avait une sonde qui passait dans sa narine, mais il était alimenté par mon propre lait, par du lait maternel. Donc ça aussi, bah, c'est dur parce que tu as l'impression de ne pas être sa maman parce qu'il ne te prend pas au sein, mais tu sais que c'est grâce à toi qui survit parce que c'est quand même ton lait, hein. La première fois que moi, je l'ai nourri, bah, c'était par seringue. Je lui ai donné mon lait par une seringue qui lui rentrait dans le nez, quoi. Tu vois? Donc, voilà. Je pouvais pas le porter non plus, hein. T'as pu le porter au bout de combien de temps? Eh ben, j'ai relu parce que depuis qu'il est né, j'ai écrit un petit journal. Je n'ai pas tout relu, mais ça, j'ai relu et c'était au bout de 4 jours. Mais c'est porté. J'ai une photo de ça, hein, j'ai vraiment. On ne le voit pas. Il a son gros tube comme ça qui l'aide à respirer. Il a tous ses fils de tous les côtés, mais
l'aide-soignante me l'a posé sur mes mains, quoi. Et donc, ouais, au bout de 4 jours, j'ai pu le prendre un petit peu dans mes mains. Et à Euh, Gand, tu faisais les allers-retours ou t'es resté hospitalisé, toi, 2 semaines? mais en fait, c'est ça qui est vraiment mal foutu. C'est que il y a de la place pour ton bébé, mais il n'y a pas de place pour toi, hein. Donc, j'avais le droit à mes 3 jours comme un accouchement normal. Puis après, j'ai dû payer pour garder une chambre pour une semaine. Donc, je suis restée une semaine. Et après, j'ai dû partir. Donc, tu rentres sans ton bébé. Et Ouais, c'est dur. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? T'avais l'impression de l'abandonner? non, parce que c'est pas ton choix. Donc, c'est pas toi qui l'abandonnes. Par contre, tu as vraiment l'impression qu'on te l'arrache. Et c'est là que tu sens euh, ce truc physique qui se passe. Un vide. Ah ouais, enfin, c'est un aimant, hein. On devient des aimants, quoi. Donc, c'est pas naturel de nous arracher comme ça. Alors, ouais. Enfin, il y en a qui disaient oui, mais c'est bien, au moins tu peux dormir la nuit. Mais tu crois qu'on dort la nuit? À ce moment-là, la question de sa survie se posait ou... De sa survie, non, mais il y a toujours, on va dire, des questions, des séquelles à plus long terme auxquelles on ne peut pas répondre. Ce qui était rassurant, c'est que lui n'avait pas eu d'intubation, il avait une aide respiratoire, mais c'était une aide. Visiblement, il n'y avait rien d'alarmant chez lui. Après, c'est simplement le fait que tu as peur ben, de tomber sur la mauvaise infirmière qui fait pas attention, qui décongèle pas bien le lait parce que ton lait est congelé, qui, qui n'entend pas parce que bon, il est sous moniteur. Donc, tous ces bips qu'on entend, c'est des signes si tout va bien. Et tu dis, mais est-ce que l'infirmière est bien là? Elle fait bien attention? Euh, En fait, c'est là que tu te dis, mais personne n'est mieux placé que moi pour m'occuper de lui, en tout cas pour me soucier de lui. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas lui apporter certains soins, mais par contre, c'est moi qui m'inquiète le plus pour lui, j'ai besoin d'être à côté. Enfin, t'as pas envie de rentrer chez toi, faire une bonne sieste et puis... Non, j'avais juste envie d'une chose, c'est d'aller vers lui, même si je servais à rien. Et donc, Mais on sert c'était à cette période-là, c'était quoi ton quotidien? Un peu, si tu peux nous décrire un peu ta journée à partir du moment où tu es rentré chez toi. C'est-à-dire que tous les jours, tu te levais à quelle heure? Il y avait combien de temps de trajet pour aller le voir? Combien de temps tu restais avec lui? ben, je prenais ma voiture et j'allais. Zottegem-Gand, en voiture, c'est une demi-heure. Et je restais la journée et je rentrais le soir. Mais j'avais pas envie de rentrer. Si je rentrais, en fait, aussi, c'est que bah, y a quelqu'un qui t'attend à la maison aussi, hein. Et est-ce Donc, que tu peux nous parler justement du papa un peu? J'imagine que vous avez parlé à la suite de ça. Qu'est-ce qu'il a ressenti lui à ce moment-là? Et pas du tout. oui, j'imagine. Et est-ce qu'il a été là pour toi? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde ou est-ce que ça a été compliqué? Ça a été ultra compliqué. Pas du tout sur la même longueur d'onde. Bon, il y a aussi plusieurs aspects, hein. C'est pas le papa qui accouche, et ça, on peut pas nous l'enlever. Je veux dire, ce qu'on ressent en tant que mère, il n'y a rien à faire, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lui, il a déjà deux petites filles. Donc, il savait déjà ce que c'était que d'avoir un enfant, des enfants. Donc ça, c'était pas non plus une surprise.
Et puis, bon, bah, nos caractères font qu'on n'est pas les mêmes non plus. Je pense que moi, j'ai peut-être vu les choses plus graves que ce qu'elles étaient. Mais en même temps, bon, c'était grave, hein. Enfin, il va très bien aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas rien, quoi. On reste pas un mois et demi à l'hôpital quand on va bien. Et je pense le fait de ce sentiment-là, qu'on t'arrache ton bébé, j'avais vraiment des moments où je me sentais mais mal de pas être avec lui. Cette absence comme ça, c'était insupportable, je ne sais pas expliquer. Ça, lui, déjà, le ressentait pas. Il essayait aussi de me faire changer d'idée, mais t'as pas envie de changer d'idée. Franchement, c'est le pire qu'on puisse faire. On ne doit pas changer d'idée. On doit juste tout faire pour que la maman ne pense qu'à son bébé et puisse s'occuper sereinement de son bébé sans dire ah oui, ce soir, il faut que je fasse à manger. Ah oui, il faut emmener les enfants à l'école. Non, non. Tu vois, à ce moment-là, donc, je donne ces exemples-là parce que du coup, bah oui, je devais aussi m'occuper de ces deux petites filles. Mais là, à ce moment-là, autant quand on s'est rencontrés, je me suis investie à 100%. Je voulais vraiment m'intégrer dans cette famille recomposée et qu'elle m'accepte dans leur famille, etc. Mais quand il est né, euh, pour moi, il fallait qu'on me laisse la possibilité de faire une pause Oui, dans que cette... toute ton énergie avait besoin d'être concentrée sur lui, quoi. Oui, oui. Et en fait, là où on s'est aussi très mal compris, c'est qu'à ce moment-là, lui a voulu intégrer ses enfants et, et, et qu'elles fassent connaissance avec leur nouveau petit frère et pas que on commence à créer une famille en deux parties. Mais le problème, c'est que c'était pas la question que ce soit pas mes filles. Le problème, c'est que j'avais besoin de m'occuper de lui, point. J'imagine que si j'avais eu d'autres enfants, alors c'est pas la même chose, mais je pense que j'aurais eu besoin aussi de temps et ils auraient dû aussi me laisser un petit peu de temps avec ce nouveau bébé. Ouais, Mais c'était pas facile de gérer tout le monde dans cette non, situation. Et tu as ressenti un moment, justement, que tu étais partagé entre tu pouvais pas rester à l'hôpital parce que tu devais rentrer faire des choses. Tu as ressenti ça? De la ouais, frustration? ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Enfin, c'est aussi de ma faute, je veux dire, je pouvais très bien aussi dire je laisse tomber, j'ai pas le temps, je peux rien faire. Bon, après, aussi, le fait d'être seule, quoi, c'est quand même pas facile. Et à l'hôpital aussi, rien n'est fait pour que tu sois là, hein. Ça aussi, il faut se le dire. Je veux dire, moi, j'allais aussi, donc, je dis, je sers à rien, mais je ne servais pas à rien. Je veux dire, j'allais donner mon lait, déjà, rien que ça. J'allais donner mon lait, mais tu donnes pas ton lait comme ça, il faut le tirer, ton lait. Je tirais mon lait 7 fois par jour, plus ou moins. Bon, je passais mon temps, en fait, à tirer mon lait, quoi. Mais si tu as envie d'être près de ton bébé, donc tu dois tirer ton lait à l'hôpital. Mais la première chose, c'est quand même d'avoir un lieu adéquat pour tirer ton lait. Bah, ça, il n'y avait pas, par exemple. Donc, c'est soit tu acceptais d'être dans la salle avec les autres parents, les autres bébés, de tirer ton lait en plein milieu, comme ça, tranquillou. Alors que, je veux dire, il faut quand même être à son aise pour que ça fonctionne, hein. C'est très psychologique, hein, la montée de lait et tout ça. Je vais te dire, je me souviens d'un truc à Gand. Il y avait parfois une salle qui se libérait. C'était vraiment, voilà, si tu as de la chance, elle est libre. Si tu n'as pas de chance, tu peux toujours faire ça à côté de ton bébé. Bon, c'est devant tout le monde, mais je me souviens que parfois, je tirais mon lait dans le couloir. Donc, oui, oui, donc par terre, dans le couloir. Et en fait, c'était là où il y avait les visiteurs.
parce que dans la salle de néonat, tout le monde ne pouvait pas rentrer comme ça. C'était pas libre visite et tout ça. Et donc souvent les visites, elles se faisaient via la fenêtre dans le couloir. Et ben, des fois, je tirais mon lait là, comme ça, au fond du couloir, Mais comme elles te une disaient quoi, les infirmières? rien, mais rien, parce que déjà bon, en général, elles me voyaient pas, mais surtout, elles savent très bien qu'il n'y avait pas de lieu spécifique. Moi, j'allais pas rentrer chez moi pour tirer mon lait. Et bon, pour elles, oui, tu pouvais tirer là, à côté de ton bébé, mais bon, mais non, t'es pas à ton aise, mais même s'il y a un paravent, et ça fait du bruit, hein. C'est intéressant parce qu'on n'imagine pas, parce que tu dois pas être la seule dans ce cas-là, quoi. Ça doit Non. arriver souvent. Donc, c'est fou qu'il n'y ait pas quelque chose de mis en place. Je pense simplement que ça coûte cher et que la priorité, c'est la santé des bébés et que le bien-être des mamans, il est mis au second plan. Après, j'avais vu des reportages, mais alors je ne sais plus dans quel pays c'était, peut-être bien en France, enfin, que certains hôpitaux commencent à, à voir, en fait, à se rendre compte aussi, pas seulement pour le bien-être des mamans, hein, mais l'importance de la présence de la mère pour le bien-être de l'enfant qui est hospitalisé. Parce que euh, quand j'ai pu le toucher, le prendre, ce qu'on faisait la journée, c'était que je le prenais, je faisais du pot à pot. Je le prenais sur moi, dans mon t-shirt, et puis on restait comme ça. Mais bon, t'as envie qu'il soit là aussi la nuit et tout ça. Donc, je sais que dans certains hôpitaux, ils sont en train de voir s'ils peuvent pas voilà, mettre à disposition des chambres spécifiques. Mais bon, voilà, c'est toute une question d'argent toujours, hein. Ça coûte cher tout ça, hein. Ça oui. Mais aussi, il y a des clauses, par exemple, quand tu choisis selon le confort. Quand tu accouches, tu peux choisir d'avoir une chambre seule ou une chambre avec quelqu'un. Bah, moi, je m'étais dit, je m'en fous, je vais pas commencer à faire ma, ma capricieuse. C'est pour 3 jours, c'est bon, je vais prendre une chambre double et puis comme ça, je ne paierai pas. Mais je vais te dire, quand on m'a posé la question, j'avais même pas de bébé. Je dis, mais je vais pas prendre une chambre double avec quelqu'un qui a un bébé. Enfin, non, je veux être toute seule. Donc, j'ai pris une chambre toute seule. Et je me suis pas posé la question combien ça allait me coûter. Je m'en foutais, hein, à ce moment-là. Quel conseil tu donnerais aux proches, justement? Comment il faut se comporter dans cette situation? Tu t'as beaucoup parlé Hmm. du fait que tu t'étais sentie seule. Est-ce que, Ouais. dans ton cas, est-ce que tu penses que les gens ont minimisé la situation ou que c'est toi qui as peut-être pas su demander de l'aide ou comment tu analyses les choses? Oh, les deux, je dirais les deux. Après, déjà, dans une situation normale, je trouve que il faut penser à la maman, parce que tout le monde a envie de voir le bébé. Ah, je veux voir le bébé, je veux aller visiter le bébé. Euh, donc, comme je te disais, moi, quand mes copines sont venues me voir à la maternité, déjà, j'avais pas spécialement envie de montrer mon bébé. Il ressemblait pas à un bébé, il était petit, il avait des fils partout, il avait même une lumière bleue par-dessus lui, et donc il avait un masque sur le visage, on le voyait presque pas. Donc je voulais pas montrer mon bébé, je voulais qu'on vienne me voir, me demander comment ça va. Euh, donc ça, et aussi la respecter justement ce qu'on veut, poser des questions, est-ce qu'on peut voir le bébé? Est-ce qu'on peut le toucher? Avant de prendre des initiatives, euh, c'est toujours gênant aussi pour la maman de devoir mettre des freins, des barrières en disant non, je veux pas que tu le touches ou il faut pas faire ça. Mais j'ai envie de dire, c'est de la politesse, il faut juste pas le faire tant qu'on ne te l'a pas autorisé. Est-ce qu'il y a eu un soutien psychologique qu'on t'a proposé ou pas Eh ben, forcément? pas forcément, non. Je pense que j'étais dans la catégorie des prématurés qui vont bien. Donc, j'ai bien vu qu'il existait des espèces de processus de soutien pour certaines personnes, mais c'est comme si nous,
on faisait partie de ceux qui vont bien. Donc, non, j'ai rien eu du tout. Rien eu du tout. Yurick, est-ce qu'il m'a écouté? Je sais pas s'il m'a écouté, mais ça, il m'a entendu, par contre. Il m'a bien entendu. Finalement, de l'aide, t'as pas tellement le temps aussi d'en demander un. J'avais à peine le temps de répondre aux messages, mais j'étais contente de les recevoir. Et, et ce qui est surprenant aussi, hein, c'est que ça n'a pas été les personnes auxquelles je m'attendais. J'ai eu par exemple un message vocal aussi d'une ancienne collègue de travail. Et je pense qu'elle a dû vivre plus ou moins ça avec ses jumeaux. Donc, elle avait mais pile poil les bons mots. Donc, je ne l'ai pas eu en ligne, heureusement, parce que je pense que j'aurais pleuré. J'ai pleuré quand même, mais au moins, elle ne m'entendait pas. Mais j'ai écouté son message et vraiment, ses mots, c'était parfait, exactement ce que j'avais envie d'entendre. Mais parce que tu sentais que c'était quelqu'un qui comprenait ce que je ressentais, qui comprenait parce qu'elle a certainement vécu la même chose. C'est comme si elle arrivait à exprimer ce que je ressentais. Tu vois? Donc c'est juste ces sentiments-là d'être comprise qui faisaient du bien. Comme quand toi, tu m'as envoyé un message pour me dire, écoute, j'espère que tu vas bien, tu me répondras quand tu auras le temps. Tu vois? Mais ça, c'est important. Parce que quand tu reçois un message, tu as toujours l'impression que tu dois répondre tout de suite. Mais non, tu savais très bien que j'étais pas spécialement disponible à ce moment-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que après cette situation, tu penses que tu es plus forte ou au contraire que ça t'a fragilisée? Les deux. Les deux, parce que je pense que j'ai souvent dit que ça a été une leçon de vie pour moi. J'ai vraiment cru que j'allais perdre l'être le plus cher au monde. Et donc, ça m'a donné une grosse claque pour plein de choses. Voilà, les priorités dans la vie, qu'est-ce qui est important, pas important. Euh, et puis, euh, et puis maintenant, le fait aussi de connaître, de savoir ce que c'est. Je l'ai vécu, ça y est, tu vois. Donc, je suis plus dans l'inconnu, ou si par exemple ça m'arrive encore une fois, bah c'est pas que je vais pas être mal, bien sûr je serai très mal, j'ai pas du tout envie que ça m'arrive une deuxième fois. Mais j'ai déjà cette expérience, je sais ce qui m'attend un peu. Puis bon, plus fragile certainement parce que maintenant je suis beaucoup plus sensible en tout cas. Je comprends, je comprends ce que c'est que d'aimer quelqu'un plus fort que soi-même. Et donc, ouais. Donc, euh, donc oui, quand il arrive quelque chose à des gens, ou même bêtement regarder un truc à la télé, ou il arrive quelque chose à un enfant, je ne supporte pas. Je supporte pas parce que je me mets à la place de la maman. Et aujourd'hui, bah, comment il va, Aris? Super bien. Il va super bien. Il a été suivi quand même régulièrement par le pédiatre, par une ostéo. Enfin, ça, je trouve que pour l'après, pour l'enfant, c'est assez bien fait. Moi, pour le coup, là, c'était un peu la surprise positive. Il y avait beaucoup de possibilités obligatoires ou pas obligatoires, mais il a été beaucoup suivi. Et tout le long, je sais même plus, tu vois, pour te dire jusqu'à quand il a été suivi, mais il n'a jamais eu de soucis. Et aujourd'hui, il a quel âge? Il va avoir 2 ans et demi bientôt. Comment tu es avec lui? Quelle maman tu es? Est-ce que justement tu es surprotectrice ou tu arrives à lâcher un peu et avec le temps, est-ce que tu as oublié ce qui s'était passé à sa naissance ou est-ce que tous les jours tu y penses? Non, j'y pense plus tous les jours maintenant. Non, 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 j'y pense plus tous les jours. Mais surprotectrice, peut-être pas. Je dirais que je suis une maman qui m'inquiète beaucoup. Dès qu'il tombe, ça va un peu mieux, hein, mais au début, j'avais toujours peur, beaucoup plus peur qu'il ne faut.
j'ai beaucoup de mal à me détacher de lui. J'ai j'ai eu très rarement des moments sans lui. Donc là, ouais, il a 2 ans et demi. La première fois que je suis partie, quelques jours sans lui. Donc je crois que c'était 4 nuits. Je l'ai laissé chez ma mère là cet été, à 2 ans, quoi. Euh, Très dur, très très dur. Pourtant, à la base, voilà, je suis quelqu'un qui, je me suis toujours dit, je veux garder mon indépendance, je veux toujours faire plein de choses. Après, j'avais cette volonté-là de faire beaucoup de choses aussi avec mon enfant, hein. Mais je pensais pas que j'allais être comme ça. Je pensais que oui, j'allais être contente de laisser mon fils en vacances chez ma mère. J'espère encore que ça va venir, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour l'avenir? Un autre enfant? Ah oui, carrément. Ah ouais, moi je veux, ouais. Même si, franchement, j'ai toujours voulu 2 enfants. Euh, c'est beaucoup. Bah, avec les 2 autres filles, ça ferait beaucoup. Mais ce qui me fait le plus peur, hein, franchement, c'est pas d'avoir les 4, c'est justement de ce que ça va changer dans ma relation avec Rhys. Mais je pense que c'est un D'arriver. peu la crainte Ouais. de beaucoup de parents pour le deuxième enfant. Et enfin, j'ai pas encore d'enfant, mais on m'a souvent dit que l'amour, il se divise pas, mais il se multiplie. Donc, il n'y a pas de souci et qu'il y en a beaucoup qui ont cette crainte, mais qu'au final, après, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, on parle bien de l'amour parce que c'est sûr que le temps, ça se divise quand même. Oui. Mais au niveau de l'amour, et je pense que si on s'organise bien comme il faut et qu'on passe du temps de qualité avec chaque enfant, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Non. Ce n'est que la théorie, bien sûr. Je dirais. Oula, je sens que c'est imminent. On a du scoop dans le podcast. Non, non, je suis pas enceinte. Je suis pas enceinte, mais je te dis, moi, j'arrive à un moment où oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Euh, Après, il y a une deuxième crainte aussi, c'est que même si la prématurité, la cause de l'accouchement prématuré chez moi, en tout cas, n'a pas été révélée, on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que j'ai beaucoup plus de chances d'accoucher une deuxième fois prématurément. Donc, il faut quand même que je me prépare. Si je tombe enceinte, il faut que je me prépare à la possibilité qui est assez grande que ça m'arrive encore une fois. Et tu es prête à prendre ce risque? Ah oui, mais comme je te dis, bon après j'aimerais bien, enfin, j'ai pas envie de culpabiliser parce qu'on me dit toujours c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, mais euh, moi je crois qu'on peut aussi faire un peu plus attention. Et donc, le sachant, je vais faire plus attention T'écouter en plus, espérant que quoi. ça peut ben, m'écouter plus. Oui, déjà, je vais savoir ce que c'est, je vais reconnaître plus les signes. Donc, je vais être plus prudente, je vais être plus. Je vais peut-être aussi avoir un suivi particulier, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais le jour où je tombe enceinte, je vais en tout cas tout de suite le dire et même être demandeuse. Là, pour le coup, je vais être demandeuse. Je vais pas. Je vais pas avoir peur de demander un suivi, quoi, de l'aide et un maximum ouais, de soutien, de cadre pour déjà préparer à l'éventualité et faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. Est-ce que tu as un livre, un film ou une citation dont tu as envie de nous parler? Non, je te dis, c'est pas vraiment un livre, mais moi, j'écris mon propre journal, en tout cas, et c'est parce que j'ai envie de me souvenir. J'ai envie de me souvenir, moi, si jamais, ah, tu vois, bah, regarde là tout à l'heure. Je me suis dit, mais en fait, je me souviens de rien. Donc, j'ai lu quelques pages pour me remettre un petit peu dedans. Je trouve que c'est bien. Et c'est un journal pour Rhys. Je m'adresse à lui. Et Et de t'écris toute tous les façon, jours ou de temps en temps quand il y a un événement important? franchement, j'écris souvent. Le but, au début, c'était vraiment de raconter ce que je vivais, de me souvenir aussi de ce qui s'est passé, etc. Et puis maintenant, ça devient plus un journal
où j'écris par exemple son évolution à lui. Donc, ses progrès en langage. Donc, j'écris des mots qu'il sait dire ou des phrases ou des choses oui, qui me paraissent sympas à se souvenir. Des choses du quotidien, sur ses sœurs, par exemple, aussi. Mais j'ai écrit aussi sur la période où ça n'allait pas avec Yorick. Hein. Je l'ai mis dedans. C'est un peu ta thérapie ou tu penses que Je pense que c'est c'est ma vraiment thérapie. pour lui? Les deux. Parce que je pourrais décider, je sais pas à quel moment je vais lui donner. Hein. Peut-être que je vais pas lui donner. Je lui donnerai peut-être quand je serai plus là, tu vois. En tout cas, je trouve que c'est une super idée de faire ce petit journal. Et donc, dernière question. Quelle est ta définition d'un pépin? Oui, oui, quand on dit pépin, il m'est arrivé un pépin aujourd'hui. Ah, mais là, c'est un gros pépin, hein. Là, c'est pas un pépin, tu sais. C'est un noyau. Ah ouais, là, c'est un noyau, là. Ouais. Mais bon, c'est joli parce que du coup, avec le temps, en tout cas pour lui, comme maintenant tout va bien, on peut dire oui, il a eu un petit pépin à la naissance. Ouais, Bon, quand même. ça sera le mot de la fin alors. Okay. Mais merci beaucoup Marine de t'être confiée comme ça. Tu pourras marquer dans le journal qu'aujourd'hui tu as fait un podcast pour parler de lui et de sa naissance. Et merci beaucoup et je vous souhaite plein de bonheur. Merci à Marine de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce 3e épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast ou si vous vous demandez où est Gant, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Enfin, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le voir grandir, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner ou laisser un commentaire pour suggérer des invités ou me donner des conseils. À très vite pour un nouvel épisode.